D'être là, mon nom est Daniel Quimper, je suis le facilitateur du tourmaline.net et vous écoutez la CAD sur Barricade TV, la barricade du tourmaline.net. Vous écoutez Barricade TV sur la barricade du tourmaline.net. Donc, bienvenue sur la CAD, merci d'être là. Je me permets de sauter les points 3.54, 3.55. Je vais essayer présentement, il n'y a pas d'hyperlien pour 3.55. Là. Je vais essayer d'en mettre un. Vous irez lire l'entrée de blog correspondante si vous êtes intéressé par ce point en particulier-là. Je vais plutôt prendre un 7-8 minutes pour parler de la revue de presse, entre autres pour vous communiquer un certain, comment je peux vous dire ça, un paradigme, un savoir-faire, enfin une approche qui est particulièrement tendance. On l'aime ou on ne l'aime pas. Moi, je parle de Henry Rowe. J'ai le bouquin ici devant moi. Moi, j'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai commencé la lecture du livre, de me souvenir du programme politique de Marcel Côté. Hein. On ne parle pas de gestionnaire de risque autant que de gestionnaire de gâchis, de débâcle. Hein, vous savez, des débâcles financières et des trucs comme ça. Et puis, le postulat ou l'hypothèse de travail de M. Rowe, c'est de dire, vous savez, chaque secteur d'activité, chaque industrie, chaque organisme pousse pour dire nous sommes un service essentiel, nous sommes comme un service essentiel. Et puis lui il dit les services essentiels c'est particulier ça, c'est la fiabilité de ces services-là qui les rend si fragiles, si précieux également. Donc si vous allez voir l'article, le compte rendu de lecture là, sur le blog du Malin, vous devriez voir la page apparaître là si ce n'est pas déjà fait. Et le commentaire associé, et que vous écoutez ce que je vous raconte brièvement, vous allez avoir une bonne compréhension de ce que Henry Rowe cherche à dire. Puis on va essayer de faire le lien avec ce que je vous disais à propos des marges. Là, hein? Quand que je vous dis tirer à côté du script, quand je vous dis de vendre du série B, pas vendre, mais d'aller explorer qu'est-ce qui se fait à côté des courants dominants, là, du B, du C, du D, du E, du F. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, des choses ils vont juste intéresser 9 ou 12 personnes, et puis vous allez voir sur un an, 9 ou 12 personnes, quand ça tourne en milliers, ça devient très, très, très intéressant. Vous avez touché une niche qui probablement était ignorée par les fameuses séries A, B, C, D, et qui riaient de vous autres avec votre petit produit qui était pour juste intéresser un groupe d'amis, une petite communauté, comme si il et elle n'étaient pas intéressés à autre chose à un moment donné. Donc, je vais m'essayer là. Henry Rowe, attendez donc une minute là. Henry Rowe, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une façon de gérer les débats qui est bonne, qui est bénéfique même. Une débâcle, au lieu de partir à pleurer et dire c'est tragique, évidemment, là, écoutez, quand il arrive quelque chose de tragique, là, Henry Rowe ne dit pas empêchez-vous de pleurer, là, mais il y a quelque chose de bénéfique dans le fouillis, hein, dans la débâcle et le gâchis, et il y a moyen de profiter de ça pour se donner un nouvel élan. Maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une mauvaise façon d'approcher un gâchis, un fouillis, une débâcle. C'est de dire, voici 4-5 professionnels qui ont chacun leur perspective sur le système ou sur le problème. Et là, ils vont s'asseoir à chacun en rond autour d'une table et puis ils vont dire, nous autres, on pense que ça, nous autres, on pense que ça, nous autres, on pense que ça. Puis on peut s'imaginer toutes sortes de scénarios, c'est démocratique, c'est pas démocratique. Lui, il s'en va chez eux puis il pense qu'il va faire ce qu'il avait dans la tête de faire avant de rentrer dans la rencontre de travail, et ainsi de suite. Ça, il dit c'est la pire façon d'approcher un gâchis. Là, je viens de penser au mot fouiller, mais j'ai utilisé le mot gâchis partout, donc je vais continuer, je vais le conserver. Ce qu'il dit, c'est que les vrais gestionnaires de gâchis, eux autres, ils sont pas à une chaise fixe. Ils n'ont pas une perspective fixe. Ils ont l'habilité plutôt de s'asseoir entre deux chaises tout le temps. Ils sont toujours en mode réaction parce qu'ils vivent de ça, eux autres, les risques de débâcle. Hein. Par exemple, ça peut être aussi banal que s'il y a une surcharge de la demande du système hydroélectrique, par exemple au Québec, ben il pourrait y avoir, pas mettre d'ordre, mais il pourrait y avoir interruption de service, puis c'est grave. Donc, il y a un monsieur ou il y a une madame qui prend une décision de sorte qu'il n'y a pas interruption de service.
Comprenez ce que je veux dire? Donc, si jamais on dit, ben mon nom, il faut revoir le système hydroélectrique au complet au Québec parce qu'il y a un monsieur ou une madame à quelque part qui s'est assis sur une chaise et qui a pris une décision et que la débâcle ou le gâchis est évité et que ça fait partie de sa job quotidienne, ça ne vaut pas la peine, d'annoncer dans les médias, on a frôlé la catastrophe à chaque fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, M. Rowe essaie de démocratiser, peut-être, si vous me permettez l'expression, l'idée de débâcle, en voulant dire, il est pour que ces gens-là, ces messieurs, ces madames-là, qui prennent ces décisions-là sur le terrain, soient un peu protégés, là, que les médias ne sautent pas à bras raccourcis pour dire avant hier, je viens d'apprendre que monsieur un tel a pris la bonne décision parce que s'il ne prenait pas cette bonne décision-là, il y avait le système hydroélectrique qui plantait au complet au Québec. Il est pour une certaine, pas une transparence, mais une certaine opacité, là, justement. Là, la mode est à la transparence, on dévoile tout, open data et tout ça. Lui, il dit, allons-y, mollo, ces professionnels-là, là, chaque décision qu'ils prennent, ça peut occasionner un gâchis. Donc, vous comprenez la zone intermédiaire, là, où je voulais en venir. Deuxième article que j'ai décidé de conserver, là, le réseau des bibliothèques publiques qui gagne le prix du meilleur réseau au monde pour les cités informationnelles. Je suis super content pour eux autres. C'est moi qui ai écrit l'article. Je me suis permis de faire une très longue citation d'un article qui est populaire, qui a été publié sur le sous-domaine Avenir de la bibliothèque publique, qui parle de prolifération identitaire. Au premier degré, prolifération, je suis un peu pressé par le temps, au premier degré, prolifération identitaire dans le cadre des bibliothèques, ce qu'on entend par là, c'est de dire comment ça se fait qu'il y a 45 bibliothèques publiques et que les 45 bibliothèques publiques ont la même identité. Quand je parle d'identité, je ne veux pas dire qu'il y en a une qui s'appelle bibliothèque publique et l'autre qui s'appelle maison de la culture, là. Okay? Ce que je veux dire, pourquoi est-ce que chacune des bibliothèques publiques livre le même service ou à peu près, a le même décorum ou à peu près, a la même culture institutionnelle ou à peu près? On vit dans une époque riche en prolifération identitaire. Souvenez-vous qu'autour de la table de rencontre, là, au sommet, là, qu'on frôle la catastrophe, il y a des spécialistes là, qui bougent d'une chaise à l'autre, même pas. Ils vont s'asseoir entre les chaises, ils vont dans des zones liminales, des zones intermédiaires et tout ça. Donc c'est là que je pense que ça rejoint l'idée de, si vous voulez faire des angles de contestation, des trucs comme ça, d'aller vers les marges. De toute façon, il n'y a plus personne qui place ça au centre, sauf qui place un truc au centre et qui se voit arriver par les marges. Hein. Ça vient des marges et tout se retrouve en marge parce qu'on a perdu ce repère-là d'un centre avec le modernisme dans le courant qu'on appelle le postmodernisme. Je pense que j'ai fait... OK, je ne vais pas prendre de chance. Je vais couper la caméra. On vient pour le mot de la fin. On va conclure. On a fait une représentation le 17 janvier dernier à la Société royale canadienne. On y était avec un titre audacieux, catastrophique, mais on l'aime tout de même, la bibliothèque publique. Tout de suite après la rupture de caméra, je vous reviens et on conclut l'émission. Je vous remercie énormément d'être là. J'espère que j'ai réussi un petit peu à vous intéresser à Henry Rowe. Je pense que ça peut être intéressant. Allez voir le commentaire, entre autres. Ça peut vous donner des contextes pour prendre des décisions avec des formules, des termes, des vocables qui sont inspirants, là, qui peuvent vous venir quelque part. On se revoit dans 2 secondes. Hey! Vive le cul! Pardon. Donc, nous voilà au dernier segment de l'émission. J'en profite pour vous remercier une avant-dernière fois d'être à l'écoute de l'ACAD. C'est mon adlib. Mon nom est Daniel Quimper. Je suis facilitateur du tourmalin.net, du bazar d'idées tourmalin.net. C'est une émission une émission du dimanche, là, une émission de pseudo-variété, je vous dirais. Là, on n'a pas les moyens encore que ça ait l'air d'une émission de variété, mais ça tend vers ça. Et puis son originalité, c'est d'adopter une perspective d'habilitation communautaire, de vous challenger à faire mieux, hein, avec les mêmes moyens ou avec des moyens supplémentaires, ça c'est pas grave, mais faites mieux, lancez-vous avec un filet, là, pas protégé sans excusez l'anglicisme, c'est une assurance tout risque, ce que je voulais dire. Les premières émissions que j'ai faites, je me suis vraiment lancé sans filet, j'ai eu beaucoup de plaisir. Des fois, c'est vrai qu'on a l'air nono, des fois, c'est vrai que la qualité de notre français, par exemple, laisse à désirer. Moi, j'ai fait le pari, en tout cas, de discuter avec vous, tout ça, et de ne pas parler comme j'écris, là, tu sais, en faisant attention à
Bon, pour pas faire de répéter des marqueurs de relation, des trucs comme ça. Désastreux, catastrophique, mais on l'aime tout de même, la bibliothèque publique. Nous avions, tous les Canadiens et Canadiennes, je pense, en gros, jusqu'au 17 janvier dernier, c'est-à-dire vendredi, pour faire parvenir à la très honorable et la très respectable Société royale canadienne des arts et des lettres notre mémoire, notre commentaire, notre prise de position sur l'état des lieux et l'avenir de la bibliothèque publique et des centres d'archives au Canada. On a tiré fort, on y a été avec un titre pas nécessairement audacieux, mais provocateur, voilà. Et puis, on ne le regrette pas. Quand je vous disais que ça venait des marges, je vous montre le petit graphique défiance du libéralisme. Remarquez, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, là, les deux zones extrêmes. Ce que vous voyez, le trait qui se referme sur lui-même, la courbe qui se referme sur lui-même, la courbe tendancielle qui se reforme sur elle-même, c'est la culture institutionnelle de la bibliothèque publique. Je vous le dis en mille, là. Et puis, les deux zones ombragées rouges, c'est les marges. Hein. Et puis, on dit, faudrait peut-être puiser dans ces marges-là pour renouveler le lieu bibliothécaire, le service de la bibliothèque, des idées qui sont de facto presque là, rejetées. Hein, parce que ça ne répond pas à l'imaginaire collectif d'une bibliothèque publique. Sauf que là, on se retrouve 400 ans plus tard à avoir des bibliothèques publiques qui collectionnent des livres et prêtent des livres. Et puis, si la tendance se maintient, dans 200 ans, elle va prêter des ouvrages numériques et collectionner des ouvrages numériques. À un moment donné, une bibliothèque publique, c'est supposé être une grande institution culturelle. S'ils font ça partout ailleurs, collectionner et prêter des livres, tant mieux pour eux autres ailleurs. Ici, on est capable de développer un modèle de bibliothèque publique qui est différent, qui est audacieux et qui va très très bien participer de la diversité culturelle du monde et de l'offre culturelle des usagers, pas seulement de proximité géographique, mais grâce au réseau Internet de l'univers, de l'université. Hein. Bon, défiance du libéralisme, c'est ça, c'est un peu audacieux, c'est un peu provocateur de dire de la défiance du libéralisme. Est-ce que ça pourrait pas être une piste de solution pour des institutions? Hein? Une institution, c'est presque de facto considéré comme une lourdeur administrative, comme sclérosé, tout ça. Si on va du côté de la défiance du libéralisme, c'est expliqué dans la représentation qu'est-ce que c'est que la défiance du libéralisme en un paragraphe, 3 phrases, je m'en souviens. Allez cliquer sur le lien, allez voir ça parce que je veux que ce soit le dernier segment, donc je vais aller vite là. Allez voir cette représentation-là si l'entrepreneuriat culturel ou politique vous intéresse de toute manière, ou même si vous n'avez pas un intérêt précis pour les bibliothèques publiques, vous voulez jouer avec des concepts qui ont rapport avec la démocratie, hein, les organes de la démocratie, c'est presque aussi important que le droit de vote. Là. Donc, allez voir un peu, lisez en diagonale, vous pouvez le télécharger aussi, c'est gratuit évidemment. Et puis, vous avez le lien. Un des trucs qu'on va travailler, c'est des aspects méthodologiques prochainement. Et puis, je vous invite à utiliser, par exemple, une entrée de blog du Parablog Parabiblio pour écrire des commentaires, des critiques aussi sur peut-être que vous trouvez que c'est trop audacieux, trop provocateur pour rien. Là, je sais bien que le réseau des bibliothèques publiques de Montréal ou les bibliothèques au Québec ou au Canada ne tombent pas en décrépitude, même si on voudrait qu'ils aient plus d'argent, tout ça. Mais est-ce que l'argent est toujours une piste de solution? Hein? C'est des gens qui travaillent en culture, qui sont supposés d'avoir un capital de créativité pour justement trouver des solutions que l'argent frais n'amènera pas. L'argent frais va leur garantir des salaires et ça, je suis super content pour eux. Moi, je reçois des augmentations de salaire à tout ce monde-là. Va ouvrir des bibliothèques et ça, c'est parfait. Il n'y a pas de mal là-dedans. Sauf que, est-ce qu'à l'intérieur des institutions, est-ce qu'on les secourait pas un peu plus en leur disant, essayer d'avoir de la créativité? Je ne sais pas, leur fond et trouver des façons de rendre un service et le même service avec moins d'argent. Hein? Soyons précis. Là. Je sais que je ne travaille pas contre eux. En tout cas, je pense que j'ai bien pesé mes mots. Je ne travaille pas contre eux qui veulent évidemment s'assurer que le budget de fonctionnement va en augmentant année après année, évidemment. Ce que je dis, c'est que est-ce que de l'argent frais compense pour des idées neuves? Je ne pense pas. OK? Travaux sur les outils de guidance, donc popularité versus unicité, je vais très rapidement parce que c'est complexe puis c'est pas développé. Là. Vous pouvez voir le développement de ces thèmes-là grandir. Ça sera pas tant que ça sur le Parablog Parabiblio, j'ai l'impression que ça va aller sur Barricade Plus, des trucs comme ça, parce qu'on va parler de méthodologie. Je suis presque sûr que ça s'en va sur Barricade Plus. Allez faire un tour sur Barricade Plus dans peut-être un mois, et puis vous allez voir des trucs apparaître là, qui sont en lien à ça. En attendant, il y a un blog sur le Parablog Parabiblio qui jette les bases hein, de ce que ça peut être, d'une réflexion qui dit, écoutons, les bibliothèques publiques, c'est aimé partout, et puis les politiciens ne touchent pas à ça.
Hein? C'est drôle. Pourquoi est-ce que c'est pas une zone qui de confort pour les politiciens? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur d'arriver là et de dire, voilà, si on aime les bibliothèques publiques, nous aussi, on va être obligé de donner de l'argent, on va être obligé de donner de l'argent? Ou c'est parce que tout va bien, Madame la Marquise, et puis on ne touche à rien, on ne répare pas ce qui n'est pas brisé. Ce qui est un raisonnement, encore une fois, très raisonnable. Prochainement, j'ai regardé, j'ai fouillé, je pense qu'à part Davos, là, il n'y a rien à mon agenda là, dans les affaires publiques que je vais m'entretenir, qui va entretenir de mon temps. Il va y avoir Liberté 14, la refonte de l'avenir de la bibliothèque publique, Démocratie au siècle 2.0, ça reste un pilier fort, ça reste en croissance, ça reste émergent, ça reste fragmentaire malheureusement. Ça inclut les développements que je vous parlais au propos de l'entrepreneuriat politique. On va regarder qu'est-ce que c'est que la démocratie au siècle 2.0. Il y a déjà beaucoup de contenu sur le tourmaline.net qui parle de ça, mais on va en parler encore plus dans les prochains mois. J'ai l'impression que jusqu'au mois de mai à peu près, ça va être un des thèmes très très forts. Puis pilier de la démocratie, ta critique média, hein, avec le tutoiement, c'est important parce qu'on parle de contenu populaire, hein, c'est vous autres qui avez les idées populaires, c'est pas moi, c'est pas les génies. Hein. Les génies ont des idées géniales, c'est pas les professionnels, c'est pas les semi-professionnels, c'est pas les hyper spécialisés qui ont d'expertise plein les bras, qui ont les idées populaires, c'est le peuple. C'était mon mot de la fin, tiens. Je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute de l'ACAD, cette émission du 20 janvier 2014. J'en profite, tiens, pour vous souhaiter encore une fois une très bonne année. J'espère que ça ne prendra pas ça a pris presque 2 mois avant qu'on se reparle. J'espère que dès la semaine prochaine ou dans 7 ou 10 jours, je vais pouvoir revenir m'entretenir avec vous. D'ici là, je vous recommande d'être prudent en ces glissances si vous êtes au Québec. Et je n'ai pas suivi la météo en France. Je sais que les cousins français nous écoutent aussi. Des fois, ça me fait super gros plaisir de vous voir. Des fois, je remarque qu'il y a une espèce de parité entre les visites qui viennent du Québec et de la France. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous comprenez mon québécois. Je retourne dans mon Tipeee voir si l'orignal est proche. Et puis, on se reparle d'ici 7 à 10 jours. En attendant, prenez soin de vous et merci beaucoup. Salut!